Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Allez. Alors, on va juste attendre peut-être 1 ou 2 minutes encore que tout le monde se connecte. Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Alors, on va peut-être démarrer comme on a 1 heure ensemble. On va commencer. Bienvenue à tous, bonjour. Merci de venir nous rejoindre aujourd'hui. Donc, je suis Ghislaine Achalide. Je suis chargée de mission à la NPIs pour le référentiel des interventions non médicamenteuses. Je suis moi-même enseignante d'activité physique adaptée et patient expert en cancérologie. On est ici donc jusqu'à 13 heures. Donc, l'enregistrement est en cours, donc je vous invite à désactiver vos caméras si vous ne souhaitez pas apparaître. Je vous invite également, donc, pour ceux qui n'interviennent pas, à couper vos micros. Et vous pouvez poser toutes vos questions dans le Q&R, donc la rubrique dédiée. Nous prendrons un temps à la fin de ce webinaire pour y répondre. Voilà, donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous apporter un éclairage sur la soumission de fiches, voilà, ce que vous attendez tous, ce qu'on espère travailler ensemble. Donc, pour ce faire, je vais passer la parole au président de la NPIs avant de vous montrer directement comment créer votre compte soumissionnaire et une fiche. Grégory, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous, ravi que vous soyez aussi nombreux pour cet événement parce que c'est le premier webinaire sur lequel on va vous expliquer comment on peut rédiger une fiche et l'intégrer dans le référentiel. Donc merci évidemment à toute l'équipe qui a travaillé à cette préparation de ce webinaire. Donc vous savez qu'une intervention de médicamenteuse, c'est un protocole de prévention santé ou de soins qui est efficace, personnalisé, non invasif, référencé et encadré par un professionnel qualifié. En résumé, c'est un protocole psychosocial, un protocole corporel ou un protocole nutritionnel avec 5 caractéristiques. Il doit être décrit, il doit être efficace, il doit être sûr, il doit être explicable et il doit être implémentable. Donc l'enjeu, c'est effectivement de pouvoir avoir suffisamment de données scientifiques pour pouvoir rédiger cette fiche, la soumettre dans le cadre de référentiel et dans la perspective évidemment d'avoir une amélioration de la traçabilité de ces interventions dans les parcours de prévention et de soins, mais aussi une meilleure reconnaissance de la part des autorités de santé et également évidemment des personnes qui financent ces interventions, c'est-à-dire à la fois les organisations publiques et les organisations privées. Donc merci beaucoup à toutes et à tous d'être là. L'enjeu, c'est qu'on arrive à construire ce référentiel et ce patrimoine des pratiques immatérielles de prévention et de soins qui a une visée internationale maintenant, et c'est le premier jour et le premier moment où on peut véritablement échanger et pouvoir construire ces fiches. Merci d'être là. Voilà, Ghislaine, c'est à toi. Merci beaucoup, Grégory, donc président de la NPIs. Et je vais passer la parole à Michel Noguès.
Oui, bonjour à tous. Michel Noguès, et donc en tant que vice-président de la NPI, chargé plus particulièrement de l'administration générale et puis aussi de la montée en charge de ce référentiel des INM. Je voudrais simplement ajouter par rapport aux propos de Grégory que au-delà de la je dirais, du référencement des fiches INM, vos intentions de candidature et vos intentions de soumission sont importantes. C'est pour ça que nous insistons pour que vous veniez sur le site, vous inscrire en tant que candidat soumissionnaire, parce que c'est une façon aussi de créer un lien avec vous. Nous aurons l'occasion d'y revenir au travers de différents messages. Et puis, de toute façon, nous construisons ensemble, nous construisons un environnement autour des INM dont vous ferez partie et vos champs, les domaines que vous évoquerez dans votre candidature de soumission sont très importants pour nous. On a besoin de cette cartographie, en fait, des INM pour connaître effectivement les domaines à la fois de vos compétences, parce que vous avez vos compétences, mais aussi les domaines qui nous permettent à nous d'avancer, comme le disait Grégory, vis-à-vis des organismes nationaux, vis-à-vis des organismes financeurs, pour permettre que demain, les INM soient des solutions de santé totalement reconnues. Voilà, je pense que c'est surtout la partie de démonstration pour soumissionner qui est importante, donc je m'arrêterai là et on restera à votre écoute, bien entendu, pour vos questions. Et au-delà même de cette présentation de cette milieu de journée, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions particulières. Nous sommes totalement à votre écoute. Merci à tous. Merci beaucoup, Michel. Alors, c'est parti. Vous l'attendez tous, donc on va effectivement passer à la partie pratique. Donc, je vais vous partager effectivement mon écran. Alors, je vais demander confirmation si tout fonctionne bien. Donc, je suis connectée sur référentiel-inem.org. Voilà, donc site que vous pouvez tout à fait retranscrire en anglais en cliquant sur le petit drapeau en haut à droite. Et vous arrivez donc www.référentiel-inem.org sur cette page du référentiel qui vous permet directement de lancer une recherche de fiches en tant que visiteur. Vous êtes soumissionnaire, donc je vous invite directement à créer votre compte. Pour cela, vous cliquez en haut à droite sur « Créer mon compte » et donc je souhaite soumettre une fiche ici et créer mon compte soumissionnaire. Donc je clique, vous voyez, dès que je suis sur le formulaire, ça s'affiche en bleu et là, je vais rentrer effectivement mon adresse mail. Alors, c'est une adresse mail de test que vous voyez ici, donc ça ne sert à rien de m'écrire à cette adresse. Voilà, donc vous rentrez votre adresse email ici, vous cliquez sur « Soumettre ». Donc, ça va vous envoyer, c'est normal, la double authentification est obligatoire. Ça va vous envoyer effectivement un code de connexion. Donc, moi, je vais sur mon mail Gmail et alors, effectivement, j'ai toutes les connexions. Je viens de recevoir le code. Donc, le mail arrive effectivement, Alors, attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous partager directement tout l'écran. Comme ça, vous aurez... Voilà. Donc, là, vous voyez tout mon écran. Donc, j'ai reçu ce mail, le code de vérification, donc F4919A. Je reviens au référentiel. Hop. Je soumets. Voilà, votre mail a bien été vérifié. Donc, ici, je rentre mon nom, mon prénom. Donc, j'ai déjà fait ma saisie. Donc, mon code postal. Les informations qui sont obligatoires apparaissent avec un petit astérisque en haut. Hein. Donc, je choisis effectivement mon pays, mon téléphone, voilà, l'organisme, alors voilà, mon domaine de pratique.
Donc, il se trouve que moi, effectivement, c'est l'activité physique adaptée, mais voilà, donc moi, j'indique ceci. Je suis enseignant en activité physique adaptée et j'ai l'endroit, enfin le type de structure ou de domaine dans lequel j'exerce. Donc, moi, mon champ d'activité, c'est plutôt le sanitaire. Je suis en établissement de santé. Et évidemment, vous avez toutes les mentions légales. Donc, voilà. Donc, je clique sur Suivant. Je crée mon mot de passe. Donc, ici, ça me suggère le mot de passe, un mot de passe sécurisé. Donc, pensez bien à enregistrer votre mot de passe. Si vous utilisez un gestionnaire de mot de passe, pensez bien à l'enregistrer. Et voyez que vous avez la barre de progression. Donc, on est presque à la fin. Ce qu'il vous reste à faire, c'est effectivement à prendre connaissance des documents. Donc, nous avons une charte éthique que vous pouvez télécharger ici au format PDF si vous voulez la relire plus tard ou en prendre connaissance, pouvoir zoomer, etc. Donc, c'est effectivement le partage de toutes les valeurs qui encadrent nos travaux et les principes. Et vous avez à lire toutes les pages. Alors, je ne vais pas le faire là parce qu'on va gagner du temps. Et une fois que vous arrivez à la dernière page, je comprends et j'accepte, je clique sur Suivant. Et ensuite, vous avez la charte de soumission. Quelque part, c'est la convention qui nous lie, la NPIs et vous, pour la soumission de votre fiche et qui vous décrit les conditions dans lesquelles vous soumettez votre fiche. Donc, c'est vraiment pour de la transparence et de la clarté vis-à-vis de vous et que vous manifestez votre accord. Et voyez, vous pouvez le télécharger à tout moment et pour bien en prendre connaissance, assurer votre consentement. Vous cliquez sur Suivant. Et là, évidemment, vous le savez, c'est obligatoire, mais c'est l'intérêt que vous avez à soumettre une fiche. Donc, moi, je suis enseignant APA, j'ai une licence APA, donc le numéro ORCID, si vous en avez un, il est facultatif. Vous voyez que là, l'identification, moi, j'ai mis effectivement des choses. Donc, la description, voilà, je dispense des programmes d'APA en établissement, en service de cancérologie. Voilà. Bref, je peux détailler des petites choses que je souhaite pour vraiment qu'on comprenne. Voilà. Et ensuite, vous avez les activités qui peuvent être en lien, donc de consultants d'expertise, les prises de participation dans certaines sociétés, votre implication dans d'autres organismes. Donc, moi, par exemple, je suis alors, je suis pas dans un organe dirigeant, mais voilà. Alors, si votre conjoint exerce dans le domaine, des mandats électifs. Donc, moi, je suis membre de la commission danse santé de la Fédération française de danse pour une durée de 4 ans. Je n'ai pas d'autres liens d'intérêt. Je peux mettre des observations. Je clique sur Suivant. Alors, j'ai dû oublier un champ, vous voyez, ça me le mentionne. Voilà, donc je le remets ici. Vous voyez, donc si vous avez oublié un champ, ça va vous le rappeler. C'est bien, la dernière fois, je l'avais fait. Voilà. Et donc, ensuite, je n'ai plus qu'à signer. Alors, je mets un gris-gris ici. Je ne suis pas un robot. Et là, je peux mentionner mon domaine d'expertise. Alors, c'était plus rapide quand je n'étais pas en webinaire. C'est normal. J'ai beaucoup de tâches en même temps. Donc, ça prend de la bande passante. Mais c'est tout très, très rapide. Le site est très fonctionnel. Donc, je vais mettre, évidemment, activité physique adaptée. C'est tout ce qui va nous permettre de repérer vos domaines d'expertise. Donc, cancérologie. Je peux mettre, par exemple, fatigue. Voilà, donc je peux mettre réhabilitation. Voilà, tout ce genre de choses. Et je crée mon compte. Et là, donc, l'accès à votre compte soumissionnaire doit être validé par nos soins. Donc, je vais ici recevoir un mail qui me dit que, en attendant, mon compte opérateur est activé, ce qui veut dire que vous pouvez consulter maintenant. Alors, vous pouvez, voyez, télécharger les documents utiles. Ces documents-là, ils sont accessibles à tout moment. C'est le guide d'auteur, donc d'écriture d'une fiche, et les guidelines de la NPIs. Donc, ici, vous pouvez, en attendant que votre compte soit validé,
consulter tous les protocoles complets en tant qu'opérateur de santé. Pour cela, pensez bien à vous déconnecter et à vous reconnecter. Et là, vous cliquez non plus sur créer mon compte, mais je me connecte. Alors, c'est normal, ça va me mettre ça. Voilà, hop. Donc, vous voyez, le mot de passe a été enregistré. Et je peux consulter toutes les fiches. Et vous voyez que je peux retélécharger les documents que j'ai signés. Je peux les retélécharger à tout moment. J'ai mes informations qui sont disponibles. Je demande juste à Eva de valider mon compte soumissionnaire pour que je puisse me reconnecter en tant que soumissionnaire. Et donc, du coup, là, j'ai accès vraiment à toutes les fiches INM. Donc, par exemple, je clique ici sur psychosocial. Voilà. Hop, j'ai mal cliqué. Hop, ici, voilà, lancer la recherche. Et je peux accéder à tous les protocoles. Vous voyez, la notice, c'est ce à quoi j'accède sans me loguer. Et là, j'ai accès à tout le protocole de toute la fiche, ce qui me permet de voir ce que ça donne une fois que j'ai soumis ma fiche. Super. Donc, je peux me reconnecter. Alors, normalement, j'ai dû recevoir un mail, si tout va bien, le temps qu'il arrive, qui me dit que mon compte a été, voilà, activation de votre compte soumissionnaire. Vous voyez, vous recevez un mail à chaque opération de la NPIs. Bienvenue sur le référentiel des INM. Votre compte soumissionnaire a bien été validé et donc vous pouvez vous connecter en tant que soumissionnaire. Alors, je vais me déconnecter, mais évidemment, tout ça, vous le faites dans le temps, donc c'est tout à fait normal que ça apparaisse ainsi. Voilà. Donc là, je peux vérifier mes informations et changer mon mot de passe si je le souhaite, mettre à jour mon compte. Et donc, là, je n'ai pas encore de fichier INM, je peux cliquer sur « Soumettre une fiche ». Et c'est maintenant que j'ai donc le plaisir et l'honneur de vous présenter Karen et Anne, qui ont en charge le pôle sciences de la NPIs et qui vont vous expliquer comment soumettre une fiche. Bonjour. Karen, tu as le micro qui est désactivé. Et juste avant qu'on passe à la diapo d'avant, trop tard. En fait, il y avait le guide d'auteur, voilà, le guide d'auteur. On va s'appuyer sur le guide d'auteur pour vous montrer qu'en fait, les informations sont vraiment disponibles pour vous accompagner pas à pas. Voilà, excusez-moi. Je laisse Karen qui maintenant est reconnectée. Voilà. Donc tout à fait, vous avez donc le guide d'auteur qui vous permet d'anticiper en fait votre création, la création de votre fiche, puisque il n'y a pas de sauvegarde pour le moment. Donc vous allez devoir remplir votre fiche d'un seul trait. Donc c'est pour cela qu'il est, j'allais dire, nécessaire de regarder ce protocole qui est bien décrit, qui va vous donner les différentes étapes qui vont être présentes sur le site. Donc, vous avez exactement toutes les rubriques sur ce guide, vous décrivant à chaque étape qu'est-ce qu'on attend comme information pour remplir cette fiche. Donc, si on regarde les demandes, vous voyez qu'il y a en tout cas des références qui sont attendues. C'est quelque chose qui est donc, j'allais dire, obligatoire. Il faut que l'INM soit validé scientifiquement. Donc, vous allez avoir au moins une étude prototypique qui doit être présente, une étude mécanistique, 2 études interventionnelles et une étude d'implémentation. Et donc, on va voir au fur et à mesure de la fiche qu'est-ce qu'on attend et pourquoi ces protocoles, pour pouvoir mettre en avant l'aspect prouvé scientifiquement de l'intervention médicamenteuse par différents moyens,
que ce soit de l'interventionnel, que ce soit une analyse épidémiologique, mais aussi une possibilité que cette INM soit dispensée de partout, donc une étude d'implémentation. Donc, Je si me on permets regarde, juste d'intervenir pour dire que, vous voyez, quand vous passez sur des termes qui sont soulignés, vous pouvez aller dans le lexique pour avoir les définitions complètes. Voilà, donc vous avez toujours de l'aide dans la navigation. le site est vraiment très bien fait et vraiment, comme on disait, vous avez les guides qui reviennent à chaque étape pour vous aider et vous avez donc aussi des glossaires qui vous aident pour mieux déterminer, j'allais dire, des termes qui vous seraient pas très clairs. Donc, tout d'abord, ce qu'on va vous demander, bien évidemment, c'est le titre de l'intervention que vous voulez décrire. Donc, on peut être, j'allais dire, le plus descriptif possible. Vous voyez, vous avez même la possibilité de choisir aussi un sous-titre. Le point aussi qu'on va vous demander à remplir, c'est bien évidemment le problème de santé qui est du référentiel. Et dessous, vous avez le code SIM qui va être proposé. Donc, vous pouvez du coup choisir dans quelle catégorie vous allez placer votre INM. La catégorie SIM, bien évidemment. Dans les catégories, vous avez, vous savez, 3 grands INM. Donc, vous allez devoir choisir dans quelle catégorie, si c'est psychosocial, nutritionnel ou d'intervention. Donc là, vous avez donc toute la SIM SIM 10 qui va être proposée et donc avec dans les catégories donc psychosocial, nutritionnel et d'intervention. Donc on peut être assez précis avec les SIM dans les pathologies. Donc, là, c'est ce qu'on a vu. Donc, la désignation, l'abréviation aussi qui va être importante avec. Oula, j'y suis pas. Voilà. Donc, à chaque onglet, vous avez la possibilité donc d'être le plus descriptif possible pour détailler votre intervention, votre protocole. Donc, la désignation va être là pour donner vraiment le nom de la pratique ou le soin de l'intervention que vous allez décrire. Donc, si c'est un problème de santé qui est connu, par exemple, est-ce que c'est une thérapie par stimulation cognitive, c'est un protocole d'activité physique adapté que vous allez donc pouvoir mettre à cette étape de la fiche, du référentiel. Voilà, on peut descendre du coup. Donc, vous en avez la possibilité de mettre l'abréviation et donc le protocole. Le protocole, quand on entend protocole à cette étape-là, le protocole, c'est pareil, est-ce que c'est un protocole corporel, nutritionnel et psychosocial? À cette étape-là, on ne vous demande pas de rentrer dans le détail du protocole, c'est plus loin dans la fiche. À ce niveau-là, c'est vraiment, on va dire, les catégories dans lesquelles votre INM se place. L'étape d'après, c'est les bénéfices principaux sur la santé. Donc, on va vous demander tout d'abord quel est l'objectif principal que vous voulez mettre en avant. Est-ce que c'est une réduction d'un trouble cognitif qui est lié à une maladie? Est-ce que c'est une diminution de glycémie? Donc, c'est à cette étape-là que vous allez pouvoir l'indiquer.
Vous allez après devoir expliquer comment se met en place cette intervention. Donc, si c'est un, un protocole d'activité ou pas. Et dans le test après de routine, ça va être aussi quel est le marqueur, puisqu'on veut impérativement savoir quel est le marqueur qui va vous permettre de mettre en évidence votre intervention. Quel est le facteur qui va être modifié, qu'on attend comme modifié par l'intervention non médicamenteuse. Et je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait, Karen. Ah pardon, On te parce que reçoit du coup, bien. moi, c'était tout bloqué, c'est pour ça. Donc, c'est le test de routine qui va être donc important de préciser, comme je disais. Donc, ça va être votre comment est fait le test qui va vous permettre de mettre en évidence l'efficacité de votre intervention non médicamenteuse. Et dessous, vous avez le seuil. Donc, c'est-à-dire, vous allez déterminer à quel niveau vous allez montrer une amélioration. Et vous avez aussi donc dessous le seuil individuel, puisque vous pouvez aussi avoir le changement aussi clinique. Vous avez des fois des modifications statistiques, mais aussi des modifications cliniques, et c'est ça qu'on attend comme paramètre sur cette étape-là. Donc, les bénéfices secondaires vont être, j'allais dire, des bénéfices, j'allais dire, donc comme c'est additionnel à votre INM qui est faite pour, on va dire, améliorer un paramètre dans une pathologie. Et si on regarde par exemple l'activité physique et un bénéfice sur la glycémie, qui va être peut-être un des objectifs de cette fiche, on peut très bien avoir un bénéfice de l'exercice aussi dans la santé mentale. Donc, ces autres bénéfices dits secondaires peuvent être listés dans cette case-là, et on peut donc en mettre plusieurs aussi dans cette case. Comme toute prise en charge, vous voyez qu'il y a un autre paragraphe qui est les risques. Une INM ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est absolument sans danger. Vous pouvez avoir des risques, des effets secondaires, comme on dirait pour un médicament. Ces risques peuvent être directs ou par le biais d'interactions. Donc, il conviendra de lister ici les risques directs liés à la pratique. Ça peut être des précautions d'usage, des restrictions d'utilisation, que ce soit en termes de fréquence, soit en termes d'intensité ou de matériel, bien évidemment, qui conviendra d'adapter aux personnes. Et les risques d'interaction, par exemple, pour des protocoles nutritionnels, on peut tout à fait mettre dans cette case-là les risques d'interaction qu'il y aurait avec des médicaments s'ils sont connus, ou des risques d'interaction aussi, par exemple, de suivi, par exemple, de protocoles qui nécessiteraient une période de wash-out, en tout cas une période sans rien entre deux protocoles, par exemple, pour éviter qu'il y ait soit des interactions, soit une annulation des effets. Donc, pour les mécanismes, c'est Anne qui va prendre le relais. OK, merci. Donc les mécanismes, il s'agit en fait là de rentrer un petit peu plus dans le détail par rapport à l'explication qui était un peu sommaire et un peu théorique, mentionnée au début, un peu plus haut. Donc là, il s'agit d'expliquer les mécanismes biologiques ou les processus, psychologiques, psychosociologiques qui expliquent les bénéfices de l'INM, hein, sur les marqueurs de santé, les indicateurs qui ont été identifiés avant et donc expliquer comment ça marche et pourquoi ça baisse ou pourquoi ça s'améliore.
Donc, par exemple, quand on stimule un processus d'apprentissage ou bien on développe la réserve cognitive et la plasticité neuronale, on va argumenter et c'est là qu'on peut mobiliser la littérature. Il y a de la littérature qui va venir nourrir les explications des mécanismes à l'œuvre sous-jacents à votre INM. Donc là, vous avez de la marge pour compléter et mobiliser la littérature scientifique qui vous convient. Ensuite, on passe à la population cible. Et donc, c'est là où il y a une cohérence aussi à vérifier avec les risques qui ont été évoqués plus haut. Si l'INM est spécialement dédié à certaines populations, c'est ici qu'il faut le préciser, ou bien si votre INM a été testé sur des populations spécifiques, c'est là aussi qu'il faut l'indiquer. Par exemple, on peut imaginer avoir des adultes qui ont un diagnostic de troubles neurocognitifs, si on se base toujours sur cet exemple de l'amélioration cognitive, notamment dans le cadre d'une maladie d'Alzheimer ou apparentée. Et puis, on peut avoir des publics non répondeurs. Donc, ça peut correspondre à la contre-indication ou simplement à la non-indication. C'est-à-dire qu'un public non répondeur, ce n'est pas nécessairement quelqu'un à qui ça pourrait faire du mal, mais en tout cas, c'est quelqu'un à qui ne présentera pas de bénéfices. Voilà, donc c'est là où aussi on attend des précisions. Par exemple, on peut imaginer que certains protocoles puissent être contre-indiqués dans des cas de troubles cognitifs sévères. Mais en revanche, on peut imaginer que certains protocoles n'ont juste pas d'effet sur des populations qui ne sont pas atteintes d'Alzheimer. Voilà, donc on va descendre, on va passer à l'étape suivante, qui est l'étape du protocole, qui est vraiment le cœur de cette fiche. Et c'est là où vous allez documenter, décrire toute l'organisation du protocole. Donc, le premier point, c'est une case à choisir. Est-ce que c'est individuel ou en groupe? Ensuite, si le groupe a été coché, vous aurez à compléter le nombre minimum ou maximum. Et puis ensuite, la durée. Est-ce que c'est en semaine? Est-ce que c'est en jours? Est-ce que c'est en mois? Et il faut chiffrer. Donc là, on attend des précisions là-dessus. Également, le nombre de séances par semaine, et puis la fréquence, la procédure. Excusez-moi, je me racle la gorge. La procédure, là, vous rentrez un peu plus dans le détail. Donc, on attend ici que vous précisiez la durée, le nombre, la fréquence des séances, la dose, quand il y a des doses qui sont appliquées, c'est-à-dire, on peut considérer par exemple qu'une dose, c'est 1 heure par semaine, à raison de 4 semaines, 3 semaines par mois. Voilà, et donc là, il sera important de préciser comment cette procédure est déroulée, où est-ce qu'elle est développée, dans quels endroits elle a été présentée et comment elle a été mise en œuvre. Là, vous avez dans l'aide un exemple qui vous est donné de 14 séances de 45 à 60 minutes sur 7 semaines, à raison de 2 séances par semaine, avec des thèmes spécifiques. Et c'est supervisé par 2 professionnels. Donc, vous voyez qu'on rentre dans le détail de comment c'est organisé. Là, c'est un exemple de quelque chose qui est en groupe, mais on peut imaginer que ce soit des séances individuelles avec une même recommandation d'une dizaine de séances, avec des variabilités de durée de séance selon les praticiens, mais qui ne présentent pas d'impact différencié. Donc, ça peut être de 45 à 60 minutes, donc pareil, sur cette semaine. Et la supervision ou la mise en œuvre par un praticien dûment formé. Voilà, donc on passe ensuite aux composants. Donc, composants et matériels, c'est lorsque vous utilisez ou que vous mobilisez des ingrédients particuliers. Je pense aux aspects nutritionnels, mais ça peut être aussi quand on fait de la gymnastique douce, par exemple, des techniques ou des gestes en particulier.
Ça peut être une façon dont le déroulé est protocolisé, avec une procédure d'accueil, une procédure d'orientation, une procédure de déroulé de l'activité, de discussion et d'entretien post-action. Voilà. Ensuite, vous avez le matériel qui, lui, est, si jamais vous utilisez, s'il y a des recommandations particulières sur certains matériels, mais vous pouvez aussi tout simplement, si on imagine de la méditation, par exemple, ça peut être sur une chaise confortable, il peut y avoir besoin d'une table, il peut y avoir, l'utilisation d'un tableau blanc, enfin bref, tout le matériel qui va être mobilisé, doit être précisé, ici. Ensuite, on a les contextes d'utilisation et là-dessus, je redonne la parole à Karen. Donc, dans les contextes d'utilisation, bon, le lieu de pratique, vous allez devoir décrire si c'est plutôt en intérieur, si c'est plutôt en extérieur, si c'est même au niveau d'un pays, est-ce que ça peut être fait, j'allais dire, où que ce soit, ou que ça ne nécessite pas, j'allais dire, un local adapté à cette pratique-là. Les bonnes pratiques de mise en œuvre visent en fait, elles, à donner des recommandations vraiment spécifiques pour la mise en œuvre. Est-ce que c'est en travaillant avec un DVD qui va inclure des conseils, par exemple, sur la manière de faire l'activité. Et ça peut être tout simplement de dire, ben voilà, pour faire ce travail de méditation, il est conseillé d'avoir un environnement calme, plutôt donc du coup on va dire voilà en extérieur, mais ou de préparer les gens avec une préparation avant le début de la séance. Donc ça va être vraiment les conditions pour que l'INM se fasse de manière la plus efficace possible. L'étape d'après qui est donc sur la pérennisation de cette INM, eh bien, ça va être est-ce qu'il existe du coup, des associations? Est-ce que, on a, des programmes qui existent? Donc, vous allez un peu comme son nom l'indique, un peu lister, tous les outils à votre disposition, qui vous permettent donc, de maintenir, dans le temps, cette INM. Les précautions, de mise en œuvre, c'est vraiment, j'allais dire aussi de vérifier, heu, presque les critères d'inclusion de vos sujets avant la réalisation de l'INM. Donc si c'est, une pratique, qui nécessite, que les gens parlent, et bien de vérifier en amont que, les gens sont suffisamment à l'aise, pour faire en fait, cette INM, sans avoir, j'allais dire, perdre de la chance, de réussite. La caractéristique d'après, c'est l'aspect réglementaire. Est-ce qu'il y a une réglementation, pour la pratique de cette INM? Est-ce qu'il y a des prescriptions médicales? Oui, non, donc c'est, dans cette case-là qu'il faudra le préciser. Puis arrive, le champ sur l'initiateur, principal. Donc là, c'est, qui c'est, qui a fait la fiche. Donc ça peut être une personne, mais on pense que c'est quand même le travail d'un groupe de réflexion. Donc, ça peut être plusieurs, personnes qui ont créé ou qui ont validé, pardon, qui ont, écrit cette INM avec, une affiliation ou des affiliations en fonction donc du nombre de personnes ayant, participé à l'écriture de cette fiche.
Sur l'aspect professionnel, c'est important parce que c'est quelque chose aussi qui est développé, c'est les qualifications requises pour la mise en place de cette INM. C'est pas n'importe qui peut faire des interventions nutritionnelles. Il y a des qualifications, des prérequis qui sont demandés. Donc, cela va être justifié dans cette case-là, en précisant bien donc le plus précisément possible la qualification qui est nécessaire pour faire cette INM. Enfin, arrive la partie qui est vraiment obligatoire, qui est la bibliographie. Il vous faut à minima 4 articles de référence là-dedans. Donc, comme on vous l'a dit, il vous faut différents types d'études pour montrer que ce que vous avez décrit a bien été retrouvé comme ayant une action positive sur le marqueur que vous avez aussi décrit. Vous avez une étude qui montre par quel mécanisme, ou en tout cas qui commence à décortiquer les mécanismes pouvant être impliqués dans les effets bénéfiques de cette intervention non médicamenteuse, et de mettre en évidence aussi l'étude ou les études qui ont fait une intervention, c'est-à-dire qui ont pris des patients atteints de la maladie, qui ont mis en place un protocole avec cette intervention non médicamenteuse et qui a pu mesurer après l'intervention médicamenteuse les effets sur le paramètre que vous aviez mis en avant avec une amélioration de celui-ci. Donc, ces études interventionnelles sont aussi importantes, où on va avoir d'autres types d'études qui, en tout cas, mettent en avant le fait qu'il y a eu un protocole qui a été testé, codifié sur une population qui a été caractérisée avec une amélioration d'un paramètre clé avec cette intervention non médicamenteuse. On veut aussi une étude d'implémentation, puisque l'objectif, c'est que les INM soient accessibles au plus grand nombre. Il ne s'agit pas, en fait, de promouvoir un protocole qui ne pourrait pas être mis en place de partout en France et, j'allais dire, à l'étranger. Et maintenant, je vais laisser la parole à Anne pour tout ce qui est l'évaluation aussi de cette fiche. Merci. Donc, juste pour terminer, cette fiche, une fois que vous l'avez complétée, elle est considérée comme, vous cliquez sur soumettre et elle est remise. À ce moment-là, ça se passe dans en arrière-scène pour vous. Il y a un modérateur qui est désigné par la NPIS pour assurer la coordination d'un travail d'expertise de cette fiche. Ce modérateur va constituer un panel d'experts de 10 membres. Il y aura donc 10 personnes qui seront recrutées parmi un annuaire d'experts qu'on est en train de constituer et qu'on augmentera progressivement à mesure des gens qu'on aura sollicités ou des experts qui rejoindront nos rangs. Parmi ces 10 membres, il y a systématiquement 2 représentants d'usagers qui seront aussi sollicités pour contribuer à l'évaluation de ces fiches. Le fonctionnement de ce comité d'experts, chaque expert donc, fait son travail de lecture et d'analyse. Il y a une plateforme d'interaction entre les experts pour échanger sur des points de compréhension ou de modification. Et ensuite, il y a des propositions qui sont faites d'ajustement et de modification jusqu'au moment où il y a une convergence de propositions. Et à ce moment-là, le modérateur
revient vers le soumissionnaire pour lui proposer les modifications qui semblent faire consensus, disons, du côté des experts. Et le soumissionnaire a la liberté de refuser ou d'accepter, mais ça n'est pas lui qui portera les modifications sur la fiche, c'est le modérateur qui fera ces modifications suite à l'acceptation du soumissionnaire. À ce moment-là, une fois que ces modifications sont apportées, la fiche est présentée au vote des membres du comité d'experts. Et il y a 5 critères qui ont été évoqués en introduction par Grégory Nino. Est-ce que cette INM est bien décrite? Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle est sûre? Est-ce qu'elle est explicable? Et est-ce qu'elle est implémentable? Et sur ces 5 critères, chaque expert, en fait, va dire oui ou non. Et en gros, il faut qu'il y ait au minimum 8 experts pour chaque critère qui soient d'accord. S'il y a sur un des critères plus que 2 experts ou plus qui sont en désaccord, la fiche est rejetée. Donc il y a une exigence là-dessus. C'est pas la majorité, c'est pas l'unanimité. On est dans un espèce de juste milieu où on privilégie l'excellence sur la majorité, sur l'ensemble des critères. Donc, lorsque la fiche est rejetée parce qu'un des critères n'a pas atteint les 80% d'approbation par le comité d'experts, à ce moment-là, il y a un retour d'information qui est fait vers le soumissionnaire pour lui proposer de reprendre son projet. Voilà. Et par contre, quand la fiche est acceptée, on renvoie vers le soumissionnaire le projet qui a été validé et approuvé. Voilà. Je pense que là, on Merci peut beaucoup. passer au concret. Merci infiniment. Alors, nous allons effectivement passer aux questions-réponses. Déjà, ce que je voudrais rementionner vraiment, c'est que c'est une fonctionnalité qui sera disponible très prochainement. Mais pour le moment, pensez bien que ce que vous faites dans la saisie de votre fiche n'est pas sauvegardé au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à prendre le guide d'auteur et à construire votre fiche dans un fichier Word, par exemple, pour qu'une fois que vous avez tout, vous puissiez reporter les rubriques pendant votre phase de connexion. La deuxième chose, c'est que je voudrais partager avec vous ces 2 dates importantes. Alors, attendez, je fais une... Hop, voilà. Ce sont ces 2 dates ici. Notez bien, nous allons là répondre à vos questions, mais le 2 juin et le 16 juin, toujours à 12 heures, on a prévu des temps d'échange pour vous accompagner dans toutes les questions que vous pourrez avoir. Voilà, donc je vais vous mettre les liens d'inscription dans le chat pendant la fin de ce webinaire. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous colle les liens, je vous mets les liens dans le chat. Vous pourrez, et on les diffusera a posteriori, ne vous inquiétez pas. Mais notez bien ces 2 dates dans vos agendas, où là, ce sera vraiment que du temps d'échange et d'accompagnement. Voilà. Nous allons passer donc à vos questions. Déjà, merci beaucoup parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'intérêt sur le sujet. Déjà, une première question pratico-pratique qui nous a été posée sur les conditions de soumission de la fiche. Michel, tu vas peut-être pouvoir nous en dire un mot sur ce que contient un petit peu cette charte de soumission et qu'est-ce que ça implique de soumettre une fiche et donc de diffuser de façon universelle la connaissance sur votre INM. Ah, la question est complexe, mais on a essayé de la définir effectivement dans la charte. C'est que, à l'image des publications, des publications d'auteurs dans les revues scientifiques, c'est-à-dire que la propriété intellectuelle, effectivement, est dévolue de façon référentielle INM, hein, puisque c'est une façon de publier vos travaux. C'est ce qui est indiqué. Donc, c'est un point qui est effectivement essentiel, mais qui est en toute sa cause. L'esprit de la NPI, c'est bien aussi de valoriser les soumissionnaires, ce que nous ferons. Et donc,
on aura l'occasion de répondre aux soumissionnaires en ce sens et de valoriser effectivement chacune des fiches INM qui auront été labellisées et produites. Donc il y a un échange, je dirais, interactif par rapport aux auteurs de ces fiches INM. Je voudrais juste revenir sur un point pour la clarté de la présentation en ce qui concerne les études documentaires à produire. Donc, effectivement, c'est important parce que nous souhaitons que le soumissionnaire puisse faire toute cette revue de littérature parce que beaucoup de choses ont été produites et il nous appartient à tous de bien discerner justement par rapport aux productions, ce qui est positif, ce qui peut amener effectivement du complément par rapport à la proposition que vous faites. Donc, c'est le comité d'experts en lui-même qui appréciera la pertinence des publications qui ont été produites, donc à l'appui de la soumission. L'exigence à minima, c'est qu'il y ait deux études interventionnelles, c'est-à-dire en publication avec un comité de lecture. Donc, mais en tout état de cause, c'est bien le comité d'experts qui appréciera. Il est certain que la documentation que vous porterez à l'appui de votre soumission sera un élément important pour la prise de décision des experts. Donc, je rappelle qu'ils sont au nombre de 10 et que donc on a un vote à 80% donc pour obtenir l'habilitation. Voilà. Je voudrais simplement souligner qu'il sera aujourd'hui difficile de répondre à toutes les questions. Je laisserai Ghislaine le soin de faire le tri, mais je tiens vraiment à remercier toute l'équipe qui se met à disposition de l'ensemble des candidats soumissionnaires avec ces deux dates très importantes que Gisèle tu soulignais, qui sera l'occasion d'être interactif. Et puis, en tout état de cause, encore une fois, toute l'équipe et le groupe dit qualité référentielle qui est présent là aujourd'hui ne peut que vous remercier et être à votre disposition. Je vais me Merci, permettre, Michel. je vais me permettre juste d'apporter un petit complément pour répondre à une question qui est posée justement, comment faire pour savoir si on peut présenter un projet ou pas. Le pôle sciences est disponible pour ça, donc vous pouvez librement nous contacter pour qu'on puisse, soit par l'intermédiaire d'un groupe de travail, soit en discussion, en échange téléphonique immédiat, pour vous accompagner dans votre réflexion et dans vos doutes, dans la clarification de vos doutes. Voilà. Donc n'hésitez pas à contacter les membres du pôle sciences. Anne, peux-tu mettre les contacts du coup dans le chat, s'il te plaît? Grégory, je vais te laisser la parole. Tu dois certainement voir toutes les questions qui apparaissent. On a beaucoup de questions sur effectivement les professionnels qui peuvent contribuer au protocole. Je suis en réunion là. Sur aussi les tests de routine et notamment si les PROM peuvent être pris en compte, typiquement une amélioration d'un critère du QLQC 30, par exemple, qu'on peut déterminer comme seuil. Et j'aimerais aussi, s'il te plaît, que tu nous précises les formats pour les études qui doivent être, voilà, qu'on ait un petit peu de précision là-dessus. Mais je te laisse la parole, Grégory, parce que je pense que tout le monde a hâte d'écouter tes compléments. Non, mais en tout cas, merci à l'équipe. Vous avez été très précis. Oui, effectivement, quand on parle de PROM, donc c'est les Patient Reported Outcomes, donc c'est des mesures subjectives. Oui, effectivement, un marqueur peut être un marqueur de qualité de vie, un marqueur de douleur, un marqueur de fatigue, qui est un questionnaire. Donc oui, effectivement, on peut utiliser un marqueur subjectif pour résumer, ou un marqueur qui se veut plus objectif, biologique par exemple, ou fonctionnel. À la deuxième question, peut-être que effectivement un Word pourra circuler prochainement, en tout cas dans les formations qu'ont prévu l'équipe, et sur lequel vous pouvez vous préparer en amont à travers un fichier Word pré-rempli. Peut-être ça facilitera beaucoup les choses. Je voudrais dire un point peut-être extrêmement important, que vous pouvez ne pas être l'inventeur de l'INM,
mais vous êtes l'auteur de la fiche. Je voudrais peut-être insister là-dessus. Il y a des INM qui existent depuis très longtemps et sur lesquels peut-être que l'inventeur, entre guillemets, est mort, mais il n'empêche qu'il y a eu des études depuis et qu'elle a été consolidée. On vous demande, vous, en tant qu'auteur de fiche, que vous soyez une personne, un collectif de personnes ou un collectif d'une personne dans une institution, vous avez tout à fait la possibilité de déposer. D'accord? Donc l'auteur de la fiche INM n'est pas nécessairement l'inventeur de l'INM, c'est celui qui va le partager finalement à un nombre important de personnes. Oui, parce que non seulement elle est traduite en français, évidemment, elle est d'abord parce que peut-être ici, oui, il n'y a que des francophones, mais on souhaite d'emblée, et vous aurez la possibilité d'avoir une traduction par la NPI en anglais parce qu'on veut la diffuser. Ghislaine l'a dit au début, mais dans une perspective aussi d'intégration dans les logiciels métiers. Donc ça veut dire que demain et après-demain, dans les parcours de santé, dans les parcours de soins, dans les parcours de tous les acteurs de la santé au sens large du terme, ces interventions non médicamenteuses pourraient être intégrées parce qu'elles ont un code INM et c'est bien la perspective. Et le dernier point, peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et qu'on se reverra de toute façon, c'est la notion d'implémentation. Michel l'a dit. Effectivement, l'optique du référentiel de bonne pratique des INM, c'est aussi de pouvoir collecter des retours d'usage à la fois des professionnels, mais aussi des patients, des usagers qui l'ont utilisé. Et vous, en tant qu'auteur, vous allez bénéficier de cette possibilité de récupération d'infos. Anne et Karen l'ont dit, mais je pense que c'est aussi l'élément important demain pour continuer à faire de la recherche, pour finalement améliorer, optimiser séquencer, voir à quel point elle est efficace et à quel point il y a des astuces qu'on pourra rentrer dans une version 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Et donc, à la dernière question, Ghislaine, que tu posais sur les études et sur la nature des études, oui, effectivement, ne confondez pas des études qui sont, et qu'on dit mécanistiques, sur lesquelles, effectivement, on essaie d'isoler, comme l'a dit Anne, des mécanismes d'action qui sont biologiques ou des mécanismes ou des processus d'action qui sont des processus psychosociaux, des études cliniques qu'on a appelées aussi études interventionnelles sur lesquelles effectivement on demande à ce qu'il y ait 2 études qui vont permettre d'identifier la reproductibilité de l'effet et donc 2 études cliniques, elles peuvent se faire effectivement ces études en France mais elles peuvent se faire dans d'autres pays et vous avez tout à fait la possibilité de citer des publications qui sont de différents pays et naturellement ça a été évoqué par Michel, si l'étude clinique a été faite en France, on peut considérer qu'elle est finalement une étude d'implémentation qui a été faite en France, et donc ce n'est pas un critère qui ne peut pas vous permettre de soumettre une fiche pour qu'elle soit acceptée par le comité d'experts et évidemment par les 2 représentants patients. Et c'est bien un vote anonyme qui est fait par ces 10 personnes pour avoir sur chacun des 5 critères. Je les rappelle, mais il va falloir qu'effectivement qu'on les partage, qu'on les connaisse, qu'on les reconnaisse. Est-ce que l'intervention, posez-vous à chaque fois la question, est-ce qu'elle est suffisamment décrite? Est-ce qu'elle est explicable? Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce qu'elle est sûre? Est-ce qu'elle est implémentable? Ce sont vraiment les critères qui vont guider ces experts indépendants sans lien d'intérêt qui vont voter pour l'acceptation et l'intégration dans le référentiel. Donc, j'ai rien d'autre à dire de plus que merci à toute l'équipe de cette présentation. Merci beaucoup, Grégory. Il y a beaucoup de questions sur lesquelles, alors Grégory vient de le dire, vous avez l'explication de ces critères et de tous les champs dans les guidelines que vous pouvez télécharger à tout moment. Et je vous invite aussi à vous créer un compte opérateur déjà pour voir le contenu des fiches. J'ai une question par exemple dans le chat. Est-ce que le protocole peut être fait avec plusieurs professionnels de santé différents? Vous allez par exemple dans les fiches qui concernent l'éducation thérapeutique qui sont liées au cancer. Vous allez voir qu'effectivement, il y a l'intervention de plusieurs professionnels. Donc, c'est le protocole en lui-même validé scientifiquement qui décrit à ce stade-là, c'est tel professionnel, à ce stade-là, c'est tel professionnel. Donc, en allant regarder des fiches qui sont déjà sur le référentiel, ça va aussi vous donner des indications. Et je vous invite donc à nouveau à vous inscrire aux 2 temps d'échange qui ont lieu donc dès la semaine prochaine et 15 jours après. Je vous ai mis les liens dans le chat.
Nous allons également construire, Grégory, c'est une très bonne idée, ce document vierge de guide de rédaction, mais une FAQ avec toutes les questions qui ont été posées aujourd'hui, qui seront posées au fur et à mesure, ce qui vous permettra d'y retrouver effectivement les réponses aux questions que vous vous posez. Ben, j'ai plus qu'à remercier tous les intervenants, merci beaucoup, et aux participants, bien sûr, d'avoir été avec nous pendant cette heure. Donc, on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, lundi à 12h pour la session d'échange. Et bien sûr, ce webinaire sera disponible en replay. Voilà. Merci à tous et je vous souhaite une excellente journée.